Nous passons maintenant à notre dernier conférencier, Damien Duquesne, médecin addictologue, médecin du travail, pôle santé-travail Métropole Nord, pour une présentation qui s'intitule « La personne, son travail, ses consommations, mensonges et vérités ». Merci Damien de ne pas avoir été vexé d'être le dernier, parce qu'il en fallait bien un, hein, mais j'ai bien compris que Céline, heureusement que je n'avais pas mis dernière. Merci quand même d'être là et de nous faire part, j'ai vu le contenu de cette façon-là et vous allez pouvoir l'apprécier de ton expérience, parce que tu vas pouvoir expliquer pourquoi je parle de ton expérience dans ce domaine. Parce que là, on va faire le lien entre ce que Céline nous a montré, vie privée, vie professionnelle, sur la question du mensonge en matière d'addiction. Merci Sophie, merci de m'avoir invité à vous parler avant le week-end. Et c'est avec plaisir que je vous salue et que je vais donc essayer d'aborder un sujet qui est difficile, puisqu'on va parler de consommation, d'addiction, vérité, mensonge et santé au travail. Alors on va continuer sur le jeu, mais le jeu JE, puisque cette question nous concerne de près les uns et les autres. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je travaille à Pôle Santé Travail et également à l'hôpital d'Arras. Et que si vous souhaitez me communiquer vos réflexions, vos accords ou désaccords, vous êtes les bienvenus sur le mail Gmail Dr Duquesne. Et c'est bien volontiers que je répondrai à vos questions. Alors, première dia, si je racontais un mensonge, donc c'est les bouquins philo pour les enfants. Et j'aime bien cette première dia parce que c'est l'histoire d'un pot de fleurs renversé. Alors d'une part, on peut s'interroger sur le mensonge, ça commence quand? Et l'initiation est parfois très précoce. On peut s'interroger sur l'exemple des parents, pose des questions pour les uns et les autres qui sommes parents et également parfois grands-parents. Ça pose aussi la question de la relation. Quelle est la relation que ce petit garçon, petite fille, a avec ce qui vient d'être commis? Comment il vit cette situation? En quoi le mensonge est la meilleure solution dans l'instant? Même si dans un deuxième temps, le mensonge peut entraîner de la culpabilité et des sentiments très négatifs de regret. Également intéressant de s'interroger sur en quoi la relation aux parents, la relation à l'adulte, peut de fait générer ce comportement de mensonge. Mais bon, dans la pédagogie, on est aussi dans le théâtre. Et il me semble que dans un certain nombre de nos métiers, que ce soit en consultation médicale, que ce soit dans des cabinets d'avocats, que ce soit dans des tribunaux, il y a un peu un jeu de théâtre où les acteurs que nous sommes ne sommes peut-être pas les derniers à utiliser le masque pour éviter d'être confrontés à notre réalité. Une interrogation. Alors, un petit clin d'œil sur une bière récente, Cubanisto, sans faire de publicité, et l'origine du mot alcool. Je ne parlais pas que de l'alcool au niveau des produits qui peuvent de fait entraîner une difficulté par rapport à la réalité ou par rapport au mensonge. En tout cas, le mot alcool est un mot qui a la même origine que le mot collyre, qui a à voir avec l'œil, puisque c'est cette poudre noire que l'on met autour de l'œil, le côle, qui prend comme on va dire, expression, la question du masque, la question du mensonge. Dans la langue arabe, le alcool, ça peut être à la fois le produit, mais c'est surtout le côle, et c'est aussi le côté mensonger. Intéressant de faire ce petit rapprochement qu'on fait assez régulièrement. Alors, la vérité est-elle toujours bonne à dire? La réponse est dans la question. Il est bien évident que toute vérité, mais c'est un débat, et c'était un débat que j'ai repris dans cette dia, à mon avis, ce n'est pas aussi simple que cela. Et, pardon, on l'a où ça?
en haut à gauche. Joël, c'est un PDF, non, je pense. Oui, c'est un PDF. C'est un Ouais, PDF. C'est pour ça qu'on est en PDF, on défile. Ouais. Ok, merci. Merci. Quelle vérité? Qu'est-ce que la vérité? Et ça, c'est un très large débat. En tant qu'addictologue, mon principe avec les patients est très simple. C'est que je vais partir du principe en addictologie que c'est leur vérité qui n'est pas obligatoirement la vérité et qui est encore peut-être moins obligatoirement ce que je pense, moi, de la situation en termes de réalité. La question, c'est que la vérité, c'est aussi ce qui m'arrange à mes yeux et ce qui peut être acceptable à mes yeux. Mais évidemment, cette vérité, elle est souvent très, très complexe et elle peut nous entraîner dans des choses qui sont à la fois abstraites et complexes. Alors, qu'est-ce que nous préférons, nous, un mensonge qui nous rassure ou une vérité qui dérange? Et j'aime bien cette anecdote, là on est au cinéma, mais cette anecdote d'une formation dans laquelle j'ai le plaisir de rencontrer des infirmières et des médecins en santé-travail, et un collègue qui m'interroge en me disant « Mais docteur Duquesne, quelle est la question que je peux poser sur le cannabis pour que la réponse soit toujours non ?» Et donc, je vais le faire avec Sophie, je vais dire « Madame Frontoni, vous n'allez quand même pas me dire que vous fumez du cannabis ?» Et il dit « Même en posant la question comme ça, les gens me disent « Mais justement, docteur, j'osais pas vous le dire, mais puisque vous me donnez l'occasion, justement, j'en fume. » Et il dit, mais je ne sais plus quelle question poser pour qu'ils me disent toujours non. Bon, ça pose la question évidemment de est-ce qu'il faut s'intéresser à ce genre de questions, j'y viens bien sûr. Alors, nous baignons dans une ambiance à la fois médicale, politique. C'est un homme qui est à la fois les deux, bien sûr, le docteur Cahuzac, ministre du budget, responsable de la lutte contre la fraude fiscale. Et évidemment, nos salariés ne manquent pas, quand on les prend en flagrant délit de mensonge, de nous rappeler ces, malheureusement, vérités. Moi, je ne mens jamais, mais j'économise la vérité, ok. Il y a aussi de grands Pinocchio et de grands constructeurs automobiles. Donc nous baignons dans une ambiance qui est bien liée à cet aspect du mensonge. Et Henri de Monterland qui dit « Je suis comme les médecins et comme les avocats, je ne crois jamais qu'on me dit toute la vérité. » Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ces situations où, de fait, sur la consommation des produits psychoactifs, le mensonge, le déni, la manière, on va dire, où on va s'arranger avec la réalité, constitue de fait une difficulté en santé au travail dans l'approche qui peut être la nôtre. Alors il y a un référentiel qui n'existait pas avant 2013, qui est donc un référentiel, un dépistage et gestion du mésusage de substances psychoactives, TM27 chez l'INRS, susceptible de générer des troubles de comportement en milieu professionnel. Donc c'est un document de référence tout à fait intéressant. Et il y a la recommandation 5 qui est donc d'utiliser des questionnaires. Alors, toujours la question qu'on pose dans les formations, etc. Oui, mais quelle validité dans les réponses? Évidemment, la réponse, elle peut être tout à fait tronquée par rapport à la personne qui va y répondre. C'est entre autres un élément qui me fait, moi, dire en ce qui concerne dans les côtés de prévention. Que si on fait par exemple du repérage précoce et de l'intervention brève, et si on utilise des questionnaires, il y a lieu de s'interroger s'il n'y a pas un intérêt à faire ce type de prévention une fois que, entre guillemets, la visite à but aptitude est terminée. Parce que si on utilise ces questionnaires pour une aide à l'aptitude, il est bien évident que le risque d'avoir de nombreux mensonges me paraît très important. On en a déjà parlé hier, on en a parlé aujourd'hui, et ça me paraît un élément essentiel, c'est que
nous avons été formés les uns et les autres à quelque chose qui est très important au niveau communication et relations, qui est la confiance. La confiance, c'est quelque chose qui a à voir avec se confier et de pouvoir se fier. Et l'expérience qui est la mienne, comme c'est un vieux médecin du travail, c'est que cette confiance, elle s'établit dans le temps en fonction de ce qui va nous être accordé comme crédit, à la fois dans le respect du secret professionnel et à la fois dans le respect de la personne avec laquelle nous allons engager un cheminement dans un certain objectif que je vais définir ensuite. En tout cas, si on est dans une relation de méfiance, voire de défiance, ça va être très compliqué de pouvoir travailler sur ces questions de consommation et d'addiction. Alors, il y a des gens qui disent, oui, mais comment on peut être pour se fier à quoi que ce soit? Eh bien, par exemple, alcotest anti-démarrage. Alors, ça fonctionne. Alors, je vois qu'il y a des gens qui prennent des photos, mais vous m'envoyez un petit mail, je vous envoie tout le diaporama avec plaisir. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous envoie tout ça. Et l'expérience qui est la mienne, surtout en tant qu'addictologue, me fait dire que les patients sont très experts pour s'adresser aux garagistes qui vont leur indiquer la manière de squeezer l'alcotest anti-démarrage. J'ai plusieurs patients en addictologie qui conduisent des bus avec des alcotests anti-démarrage et qui ne sont pas abstinents. Alors, sur la question des tests salivaires, eh bien, les recommandations sont très, très claires. Dans l'état actuel de ces tests salivaires, ils ne peuvent être recommandés par les médecins du travail. Chacun après fait ce qui lui semble juste. En tout cas, la recommandation officielle est de dire que ces tests ne sont pas actuellement assez fiables. Et le problème qu'il y a eu, je pense, à Marseille, à Nîmes, et que je trouve regrettable, c'est qu'on associe un test au risque de licenciement. Et donc, on est dans quelque chose qui est la question de la sanction et, me semble-t-il, pas suffisamment la question de la prévention. Je veux dire, nous ne sommes pas là pour conseiller des entreprises par rapport aux questions de sanction, mais bien sûr par rapport aux questions de prévention. Alors, toujours dans les recommandations, eh bien, donc en dehors de la médecine d'aptitude, on en a parlé hier avec les médecines agréées, on rappelle que c'est au médecin du travail de décider ou non de proposer un test biologique, que cela peut se faire bien sûr à l'occasion d'une visite médicale, et que actuellement il n'y a pas de raison médicale justifiant une approche qui serait systématique. Et donc la clinique prévaut à la biologie. C'est évidemment un sujet de débat, mais je tenais à passer cet élément de référentiel. Autre élément référentiel qui est en lien direct avec la question de l'aptitude, c'est le R23. Et donc je vais le lire parce que c'est le sujet qui est toujours débattu dans les discussions que nous avons, que ce soit en formation ou lors des avis concernant les salariés. La conduite recommandée vis-à-vis d'un salarié dépisté positif à l'issue d'une recherche de substances psychoactives. On a eu hier un exposé tout à fait intéressant de professeur Jeannot sur la fiabilité de ces tests. Et donc d'évaluer le risque avec le salarié et de délivrer une information sur ces risques de consommation de produits. Le maintien au poste de travail doit être privilégié. Et ça, c'est un élément qui me paraît essentiel, c'est que si nous sommes infirmières, médecins du travail, c'est dans l'objectif, me semble-t-il, qui est un objectif de maintien dans l'emploi, ce qui ne veut pas dire de maintien dans tous les emplois. Évidemment, on va pouvoir moduler ces questions de l'emploi. La décision sera prise en fonction de l'expertise clinique, des contraintes du poste de travail, de l'environnement professionnel. Et là, on l'a vu avec le jeu
proposé par Céline, l'importance de l'attention qui peut être portée par les collègues de travail concernant le comportement d'un salarié. Alors ces études, bien sûr, en pluridisciplinarité, en respectant le secret médical, le principe des libertés individuelles, en prenant le rôle en compte, donc le rôle intégrateur du travail. La décision d'aptitude doit être prise en toute indépendance. Une orientation vers un accompagnement thérapeutique ou médico-social pourra être éventuellement proposée. Cet accompagnement est, alors le texte est très fort, est obligatoire en cas de découverte de pathologie avérée. C'est un point sur lequel j'insiste beaucoup parce que je pense que malheureusement, trop souvent, cet accompagnement et si possible sa traçabilité est insuffisamment réalisé. Je pense qu'il arrive trop souvent que nous sommes dans des conseils verbaux et j'insiste, mais on pourra tout à fait en débattre, sur l'importance du courrier au médecin traitant, à un collègue d'une structure d'addictologie, etc., etc. En tout cas, cette traçabilité du conseil donné me paraît très importante donc, dans le fait de pouvoir orienter. Cette orientation peut évidemment être une orientation vers des soins qui, de fait, vont nécessiter un arrêt de travail. En tout cas, la question de l'inaptitude temporaire, de mon point de vue, elle suppose de définir avec le salarié que s'il est en arrêt de travail, inapte temporaire, c'est bien pour être orienté vers les soins. Alors, la question de la consommation, et Céline l'a déjà abordée sur la question de l'ivresse en milieu de travail. Alors là, on voit un colloque en avril 2015, alcool, société, ivresse, bien et mal. Ce qui montre que c'est une question qui est complexe, sauf que concernant la législation au travail vis-à-vis de la consommation d'alcool, puisqu'il n'y a pas de législation spécifique aux autres produits, en particulier les produits illicites. Donc il y a différents règlements, là c'est un règlement c'est le centre de la Côte d'Or, fonction publique, avec donc l'interdiction d'introduire des boissons alcoolisées sur le lieu de travail, ce qui ne veut pas dire l'interdiction d'en consommer si celle-ci se trouve sur le lieu de travail, bien sûr, et l'interdiction du séjour en état d'ivresse, on en a déjà parlé. Autre exemple sur le fait que le salarié en état d'ébriété ne peut ni entrer ni séjourner dans l'entreprise, ce qui place bien la responsabilité au niveau de l'employeur, puisque la personne sous l'effet de produit, souvent n'est pas en état de pouvoir définir elle-même le fait qu'elle n'aurait pas à entrer dans l'entreprise. Et l'exemple que je donne toujours est bien sûr celui de Monsieur Paul, le chauffeur de Diana, qui, rappelé après son temps de travail, vient pour apporter une solution à la question donc, de la sortie de Diana Al-Fayed, etc., donc du Ritz, et sous l'effet de l'alcool, on connaît la suite de cette triste histoire. Alors, convivialité, pause, intimité, code du travail, je pense que c'est toute la question de comment, dans l'entreprise, sont gérés ces aspects qui me paraissent essentiels, puisque malheureusement, là aussi, on a quelque chose qui se développe, qui est de dire mise en place d'un risque, donc on supprime tout ce qui a trait à ces aspects qui me semblent importants sur le côté convivial de l'entreprise. Alors, c'est difficile d'accepter la vérité lorsque les mensonges étaient exactement ce que je voulais entendre. Ça nous interroge chacun sur notre capacité à entendre des vérités qui, de fait, nous posent des problèmes en termes de responsabilité, mais aussi en termes d'orientation sur le plan médical. Et qu'il y a la fameuse visite médicale où les employeurs aimeraient que les salariés soient aptes à tout. Et je me permets également de souligner que la question de l'aptitude, de mon point de vue, n'est pas que celle de la personne que nous recevons, que nous accompagnons. Cette aptitude, elle est aussi en fonction du poste de travail.
il y a, me semble-t-il, un certain nombre de postes qui, de fait, ne me paraissent pas aptes à accueillir des salariés. Et donc c'est tout le problème de l'aptitude qui n'est pas que le fait du salarié, qui est un sujet compliqué. En tout cas, et je donne toujours cette anecdote quand je travaillais rue Masséna à Lille, un salarié qui sort avec sa belle fiche d'aptitude signée par le docteur Duquesne, médecin du travail, addictologue, etc., et qui fête sa fiche d'aptitude dans les différents bars de la rue de la Soif à Lille, rue Masséna, il n'est pas certain qu'en arrivant chez l'employeur, ils soient encore aptes à tout. Et qu'évidemment, la question de l'aptitude n'a jamais été la question de la fiche. Je pense que la question de la fiche d'aptitude est quelque chose qui a à voir avec un accompagnement du salarié. Bien évidemment, on l'a dit hier, je le redis, pourquoi les salariés vont, on va dire, maquiller la vérité, c'est qu'évidemment, ils souhaitent avant tout garder leur emploi et c'est une bonne chose qu'ils aient cette motivation. Il m'est arrivé une fois dans ma carrière d'avoir un salarié qui s'était volontairement mis en état d'alcoolisation pour que je le mette inapte. Et quand j'ai commencé à discuter avec lui en disant qu'il y avait d'autres solutions que l'inaptitude, il était très mécontent. En disant, vous ne voyez pas que je suis bourré, mais mettez-moi inapte. Et en fait, c'était simplement une histoire de conflit avec l'employeur, et il y avait bien d'autres solutions, surtout qu'il travaillait dans la restauration collective, et que c'était très facile, mais il n'imaginait même pas que le médecin du travail pouvait, de fait, favoriser le même travail dans un autre lieu, en l'occurrence, une autre maison de retraite. Donc, évidemment, la question, c'est de nous confronter à la question de la santé, à la question du travail. Alors, cette communication est à titre personnel, puisque il y a quelques années, en disant que nous, médecins du travail, nous étions entre le droit à la santé et le droit au travail, un de mes employeurs qui était dans la salle m'a dit peu après, mais un médecin qui ose dire une telle ânerie, pour moi, c'est viré. Et ce salarié a demandé à la direction, et ça a été très très compliqué de lui expliquer que, de fait, nous avons une activité qui se situe entre le droit à la santé et le droit au travail, et qu'on essaye de prendre la décision qui nous semble la plus juste possible, à la fois vis-à-vis de l'employeur, des collègues de travail, et bien entendu vis-à-vis du salarié. Le bonheur, c'est quand nos actes sont en accord avec nos paroles, et je pense que c'est vrai également pour les salariés que nous recevons. Je vous remercie pour votre attention, et il arrive que des pots de fleurs ne se brisent pas. Alors, merci, Dr. Duquesne, pour cet exposé qui complétait parfaitement ces 2 journées de colloque, en nous rappelant notamment qu'entre vérité et mensonge, tout n'est pas noir ou blanc. Je vous laisse maintenant la parole pour peut-être quelques questions à nos 2 derniers conférenciers. D'autant que, Damien, tu as bien rappelé quelques éléments très précis tout au long de ton diaporama, qui était par ailleurs très fleuri et très riche en images. Ce qui est bien à cette heure-là de la journée, c'est quand même plus facile à digérer. Mais tu as bien rappelé effectivement les principes d'abord des recommandations, qui sont quand même s'ils ne sont pas capables de débrouiller toutes les situations, donnent quand même des belles lignes de conduite, je pense, et rappellent des fondamentaux sur le rôle du médecin du travail et sur les différentes situations. Et parmi ces situations, c'est, et je te pose la première question, puisque les micros circulent, et pour un salarié qui occuperait un poste à risque particulier dès le 1er janvier 2017, pour lequel évidemment il restera une visite médicale d'aptitude avant l'embauche, peut-on faire l'impasse d'un questionnaire sur les consommations de substances psychoactives au moment de cette visite? Alors, attention, je ne dis pas est-ce que c'est pertinent, pas pertinent. Peut-on faire l'impasse? Je pense que tu me poses la question, tu connais la réponse. Donc, bien entendu, on ne peut pas faire l'impasse, puisque il y a, et c'était le fait du collègue qui voulait absolument la question sur le cannabis, mais en étant sûr que la réponse serait non, parce qu'il était, on va dire,
par ailleurs certainement avec un fond un peu obsessionnel, et qui ne voulait pas être pris en défaut de ne pas avoir posé la question. Et donc, je te répondrai ce que je réponds toujours, en particulier pour... comment je vais dire ça ? C'est parfois plus facile de pouvoir échanger là-dessus avec nos collègues infirmières qu'avec nos collègues médecins, où de fait on est parfois un petit peu marqué par une forme d'indépendance, entre guillemets, ou entre guillemets je fais ce que je veux. Alors je vais parler pour les infirmières, et je leur dis souvent, pour aborder cette question qui est une question importante, parce que dans un dossier santé-travail, ces éléments de consommation, on doit les trouver. Et tu sais comme moi que dans la HAS conseil, et alors elle parle des habitus. Alors c'est déjà intéressant de voir que la HAS, quand elle parle du dossier santé-travail sur les consommations, elle utilise un mot latin. Intéressant quand même. Et que les habitus, on parle alcool, tabac et autres drogues. Donc on ne parle pas du cannabis. Donc c'est clair que pour moi, il faut bien sûr parler, surtout aujourd'hui, du cannabis, et que la façon dont je conseille d'aborder cette question qui me paraît importante, c'est peut-on prendre un peu de temps pour parler ensemble de vos consommations ? Ce qui permet à un salarié de refuser d'en parler. Mais bienvenue à celui qui refuse d'en parler, parce qu'il a sans doute de bonnes raisons de ne pas vouloir en parler. Et si c'est l'infirmière qui fait ce premier entretien, elle va pouvoir en débriefing dire, ben voilà, j'ai eu quelqu'un qui ne souhaitait pas en parler, entre guillemets, je vous refile le bébé. Et très intéressant pour nous de pouvoir démarrer en disant, tiens, vous n'avez pu en parler avec l'infirmière, pouvons-nous échanger sur ce point-là? Et que bien évidemment, tu le sais comme moi, il y a un moment où le refus de pouvoir discuter de ce point-là, de mon point de vue, va amener des examens complémentaires. Surtout s'il y a un poste de sécurité. Ouais, je te remercie de cette réponse très précise, parce qu'elle est récurrente dans nos préoccupations. En même temps, on sait très bien qu'effectivement, un questionnaire standardisé dont on voit bien... c'est un peu comme les questionnaires de femmes actuelles. Hein. Oui. Dès que vous avez coché la première case, vous connaissez déjà la catégorie dans laquelle vous allez tomber. Donc finalement, on ne coche pas les cases qui sont attendues. Et il est évident que dans ces conditions-là, on s'expose... Hier, on l'a dit, mentir par omission n'est pas mentir. Ça, c'était un point de vue. Moi, je ne le partage pas forcément, mais ça veut dire que si on ne pose pas de questions précises, le salarié peut dire « mais moi, on ne m'a pas posé les questions, finalement ». Et je sais que dans la pratique, beaucoup, finalement, ne posent pas cette question parce que, finalement, on est très mal à l'aise. Parce que, comme tu dis, sur le plan médical et en tant qu'addictologue, commencer à discuter de ça, c'est très important. Commencer à en discuter prend du temps, et si on a en face de nous un salarié exposé à un poste particulier, alors attention, là-dessus aussi, il ne faudra pas généraliser, on n'est pas là pour faire la police des consommations, on est là pour en discuter quand il y a la question des tiers, ça sera évidemment là-dedans que la question, parce que l'infirmière nous renvoie toutes les personnes qui ont une difficulté avec ça c'est une bonne question, parce qu'on peut les aider, mais il ne faut pas oublier que pour les gens occupant des postes à risque particulier, là, il y aura une deuxième question, un deuxième volet, c'est outre le rôle médical, de l'accompagnement, de l'orientation tel que prescrit dans les recommandations, qu'est-ce qu'on fait sur le poste quand même? C'est cette question-là qui va être récurrente, là, il va falloir s'en saisir à un moment donné. Eh bien, je pense que si on ne va pas pouvoir extorquer avec la validité des tests scientifiques, etc., la vérité, ce n'est pas la peine d'essayer de faire des tests à tout crin non plus. D'abord parce que on a ce problème de fiabilité des tests, mais on a aussi derrière la question du mensonge. Et puis, au fond, est-ce que le fait qu'on n'ait pas la certitude ou qu'on ait un doute, etc., suffit? On sait très bien que ne va pas suffire que le test, mais aussi tout ce qu'on a regardé autour, l'examen clinique, la dépendance, la possibilité, etc., etc. Et c'est cet ensemble de choses, et jamais la seule question des tests qui doit emporter une décision. Donc ça, on en est tous persuadés, surtout vous qui êtes ici sans doute, mais c'est pas forcément complètement encore répondu. Mais cette question-là est quand même essentielle. On doit poser des questions. On sait qu'à certains moments, la réponse ne sera pas forcément la plus vraie, la plus proche de la vérité, on va dire, de la vérité avec un grand V. Rien n'empêche, après, lors du suivi infirmier, de reposer cette question dans un environnement différent pour une autre problématique que la question simple de l'accession au poste de façon initiale. Alors, je compléterai en te disant que donc, sur la consultation addicto que je fais le mercredi dans le service, il arrive quasiment systématiquement que pour les salariés qui me sont adressés par les collègues, dans mon courrier, j'indique que, quoique le salarié en consommation, etc., me paraît pouvoir être maintenu dans une aptitude en fonction de tel élément, il me paraît essentiel de pouvoir vérifier auprès de l'entreprise que la prévention y est active.
Parce que y a deux problèmes. Il y a le premier problème, c'est que j'attends la première entreprise qui va porter plainte contre un service pour défaut de conseil. Puisque c'est une de nos missions, le jour où il va y avoir un gros problème, le défaut de conseil est tout à fait quelque chose qui peut être plaidé. Et que ça sera parfois compliqué de pouvoir justifier des conseils que l'on a donnés, parce que la meilleure prévention des consommations, ce n'est pas celle du cabinet médical, c'est celle de ce qui se passe dans l'entreprise, dans un réel plan de prévention. Et un plan de prévention, ce n'est pas uniquement faire des tests. Un plan de prévention, c'est un état d'esprit. C'est quelque chose qui a, de mon point de vue, à voir avec l'attention que je porte aux personnes qui sont dans mon entreprise. Et donc ça a à voir avec le respect, la fraternité, l'attention, le maintien dans l'emploi, enfin, toutes ces valeurs que parfois on a du mal à percevoir. Alors, des questions? Bonjour, Mathilde Lhomme, donc de la Marine Marchande. Moi, j'avais une question. En fait, l'avis du CCNE, donc le fameux 114, si je me rappelle bien, mentionnait au début de cet avis que une des problématiques pour lesquelles il avait été saisi était que certains employeurs à l'international avaient pour obligation de manière à obtenir certains contrats dans l'industrie pétrolière, par exemple, des contrats d'exploitation, donc des contrats économiques, ils avaient l'obligation d'imposer des tests de dépistage généralisés à leurs employés, à l'image de ce qui se fait depuis 20 ans au moins aux États-Unis. Mais dans ces cas-là, un employeur français, à qui est-ce qu'il peut s'adresser concrètement pour pouvoir mettre en place, ou en tout cas justifier de la mise en place de tests de dépistage et obtenir un contrat qui lui-même va être probablement bénéfique pour les emplois, pour les entreprises, alors que finalement, au niveau légal en France, on n'arrive pas à savoir qui peut décider et que personne n'a trop envie de se prononcer là-dessus. En tout cas, c'est l'impression qu'on a. Alors, moi, j'ai une réponse toute simple, c'est l'employeur, il demande ce qu'il veut. Et nous ferons ce que nous voulons. En assumant nos responsabilités. En assumant nos responsabilités. Mais un employeur, il peut demander ce qu'il veut. Je vais dire, la question, c'est, et ça c'est parfois un tempérament que nous avons par notre formation, c'est qu'on a parfois du mal à mettre les limites. On a du mal à expliquer que la question, c'est pas non, c'est pas oui, c'est quelque chose qui a à voir avec la prévention. Comment, dans cette entreprise, on comprend bien que, dans la marine marchande, le fait d'avoir des salariés qui soient en capacité d'assumer leur poste, leur sécurité, etc., c'est très très important. Mais le cabinet médical, c'est très peu de temps par rapport, moi je dis toujours aux employeurs, le véritable espace de santé au travail, c'est votre entreprise. Ce n'est pas le service de santé-travail ni le cabinet médical, c'est votre entreprise. Comment l'entreprise peut être un lieu pour la santé et le bien-être au travail? Il y a de plus en plus d'employeurs qui sont quand même très ouverts à cette réflexion. Là aussi, ils peuvent aussi entendre ce qu'on demande, ce n'est pas pour autant qu'ils vont le faire. Mais ça vaut le coup de leur dire. Ça me rappelle la situation d'un médecin dans le sud-ouest que j'avais rencontré qui, dans le cas d'une politique internationale d'une entreprise, qui pratiquait pour des raisons de contrat, c'est-à-dire qu'elle était obligée de faire des tests parce qu'autrement elle ne décrochait pas les contrats internationaux pour ses salariés, etc., avait mis en place ces tests. Et le médecin m'avait confié que il se sentait obligé finalement de les prescrire lui systématiquement parce qu'autrement ça lui échappait et que finalement c'était des données médicales auxquelles avait directement accès l'employeur, etc. Et finalement c'était le médecin qui disait que il était forcé quelque part de prescrire lui-même à titre systématique pour des questions de politique internationale commerciale ces tests-là. Non. C'est pas le même job, c'est pas les mêmes raisons. Eh bien, si l'employeur demande ces tests et c'est lui qui se débrouille, qui les demande, faut-il encore que après comment ils vont être prescrits, etc. C'est quand même une vraie question, mais en tout cas c'est pas le médecin du travail. Et si lui il veut dans sa pratique faire occasionnellement ou ponctuellement ou comme il veut, etc. selon les prescriptions déontologiques, etc. qui ont été rappelées, eh bien il mène son action en parallèle. Et il lui échappe peut-être à un certain nombre d'informations, mais ces informations il n'en a pas nécessairement besoin non plus. Alors, en partant justement du fait que l'employeur, à la limite, on va considérer que c'est un employeur qui veut juste avoir son contrat et qui se fiche complètement des résultats du test et qui fait de la prévention ailleurs complètement indépendamment de ça,
s'il veut mettre en place ces dépistages, à quelle autorité ou à quelle instance il peut s'adresser pour obtenir un conseil qui soit un peu plus précis que l'avis du CCNE, par exemple? Moi, je répondrai de façon très simple, c'est que moi, j'ai aucun état d'âme, entre guillemets, à ce qu'une entreprise demande aux salariés de faire les tests. La question de la déontologie, c'est que le laboratoire n'enverra pas les résultats à l'entreprise. Par contre, il y aura un élément qui pourra dire les tests ont été réalisés et les résultats ont été communiqués aux salariés. Ça me paraît quelque chose qui est tout à fait jouable. Maintenant, le médecin, moi aussi, on me demande, j'ai bien compris votre demande et j'en prendrai une haute considération. Y a-t-il d'autres questions? Oui, tout en haut. Et bonjour, moi je suis Arrigo Maggi, je suis un interne en 3e semestre. En fait, lors de mon dernier stage en addictologie, dans le service d'addictologie, j'avais un patient en fait, qui était venu pour un sevrage en substances psychoactives. Et moi, quand je l'avais vu, en fait, il me disait qu'il ne voulait pas reprendre son travail. Parce que dans son lieu de travail, en fait, avec tous ses collègues, en fait, il consommait des pauses. Et que là, en fait, il avait peur de reprendre le travail parce qu'il était fort influençable. Et donc, il avait peur de rechuter. Et derrière, quand je lui avais parlé du fait est-ce que je pouvais envoyer un courrier à son médecin du travail, il était très réticent parce qu'il avait peur de dénoncer ses collègues et qu'eux, ils soient au courant que c'était lui qui avait dénoncé toute l'équipe des consommations au travail. Et dans ce cas-là, je peux faire quoi pour aider ce patient pour une réinsertion professionnelle? Et après, est-ce que j'ai le droit, en fait, en tant qu'interne, d'envoyer un courrier au médecin du travail pour prévenir des cas de consommation de substances psychoactives sur le lieu de travail? Merci pour votre question. J'ai eu la même situation en tant qu'addictologue il n'y a pas très longtemps d'un de mes patients qui était abstinent et qui se retrouvait dans un lycée professionnel technique avec un gros problème où il y avait quasiment un pot avec des boissons interdites par le Code du travail, donc Ricard, whisky et vodka, quasiment tous les midis. Et donc il m'expliquait sa difficulté à pouvoir continuer son bon relationnel avec ses collègues en refusant systématiquement cette alcoolisation et que ça lui posait un gros problème. Et donc j'ai fait la même proposition que ce que tu dis à ce patient et il me dit je ne veux pas qu'on en parle au médecin du travail. Je dis ok, mais vous voyez il y a un problème, c'est que nous avons une recommandation qui est que nous devons dans ce contexte alerter l'employeur. Et j'ai pris sous ma responsabilité d'écrire clairement au rectorat pour signaler ce lycée professionnel en disant, selon des informations confidentielles, il semble qu'il y ait des pratiques tout à fait contraires à la fois à la réglementation sur les boissons alcoolisées, à la réglementation sur le risque d'ivresse au travail et sur l'exemplarité des enseignants par rapport aux enseignés. Je peux vous dire que ce courrier s'est retrouvé vite fait sur le bureau de notre collègue médecin du travail du rectorat, que je connais, et qui m'a appelé en disant « Damien, que se passe-t-il ? Le recteur me demande de faire une enquête. » Mais j'ai dit « Tu réponds ce que tu veux, mais ce n'est pas à toi que j'ai écrit. C'est à lui, recteur. Ce n'est pas au médecin du travail d'aller faire une enquête pour savoir ce qui se passe dans ce lycée. Ce n'est pas notre job. C'est lui, recteur, qui doit se, entre guillemets, démerder avec la direction de ce lycée professionnel pour aller enquêter. Parce qu'on va mettre sur le médecin du travail une mission qui ne me semble pas du tout la sienne. Donc, chers collègues, futurs collègues, vous faites ce que vous voulez. Je ne dis pas que ce que je fais est exemplaire. Je vous dis simplement que ça me paraît juste. En tout cas, ça m'a permis de passer une bonne nuit. Plus de questions. Plus de questions. Alors, merci encore à nos deux derniers conférenciers. Bref, nous avons parlé de secrets, de mensonges, mais aussi de prévention, de soutien en emploi, de coopération et de confiance. Tout ceci nous ramène finalement aux propos que nous tenait Pierre-Yves Verquet en guise d'introduction à ce colloque, qui nous parlait qui ancrait la question du mensonge dans la philosophie morale. Et finalement, ça nous ramène au choix des valeurs que nous voulons protéger comme société. Alors, de belles réflexions dans le cadre de ce colloque qui, je pense, s'ajouteront à notre coffre d'outils
dans chacun de nos métiers et professions où nous avons à composer quotidiennement parfois avec ces tensions entre secret, mensonge et vérité. Alors, je vous remercie beaucoup et je laisse le mot de la fin à ma collègue Sophie Fantoni. Bien, il va être vraiment bref, comme ça vous aurez tous un retour pas trop tardif chez vous. D'abord, un grand merci d'être restés pour vous tous jusqu'à cette heure assez tardive un vendredi après-midi, je l'admets. Merci pour ceux qui viennent de loin, merci pour la fidélité de chacun de venir quand même à ces conférences. C'est aussi grâce à votre présence qu'elles peuvent avoir lieu, sinon on ne pourrait pas les pérenniser. Et merci à tous, encore présents et déjà partis, aux conférenciers, et à bientôt j'espère pour des prochains regards croisés.